Ok, on est à Chet Amudbet et on est à Matkifla Rabbi Yossé, 5e ligne d'en haut. Chet Amudbet, 5e ligne d'en haut, Matkifla Rabbi Yossé be Rabbi Chanina. Bishlama Rishon. On parle du fait que, encore une fois, le Kohen, on l'asperge avec Meichatat pendant 7 jours d'affilée, pendant les 7 jours. Alors la Gemara dit, je comprends, Bishlam Rishon, le premier jour, Shem Ashlishi, parce que peut-être le premier jour, c'est le 3e jour, c'est son 3e jour après qu'il est devenu tamé. Peut-être, il est rentré en contact avec la Touma 2 jours. La Torah dit que quelqu'un qui est tamé met, 3e et 7e jour, il faut l'asperger. Alors peut-être il est rentré en contact avec un maître 2 jours auparavant, et il savait que le premier des 7 jours, c'est le 3e jour. Donc je comprends qu'il faut l'asperger le premier jour. Shem Ashlishi, la même chose. Sheni, Shem Ashlishi. Shlishi, Shem Ashlishi. Les 3 premiers jours des 7 jours, c'est possible que c'est le 3e jour. Chamishi, 5e jour, Shem Ashvi'i. Le 5e jour, c'est peut-être que c'est le 7e jour, après qu'il a touché un maître. Shishi Shem Ashvi'i, Shvi'i Shem Ashvi'i. Ela Ravi'i, Lamali Haza'a, Klal. Mais pourquoi est-ce qu'on l'asperge le 4e jour? L'Obeshlishi que le Sapouké. Il n'y a pas à penser que le 4e jour, c'est peut-être le 3e jour de sa Touma. L'Obeshvi'i et que le Sapouké. Il n'y a pas non plus à suspecter que c'est le 7e jour. Pourquoi? Alors regardons le Rashi. Rashi qui dit L'Obeshlishi et que le Sapouké. Vous voyez le Rashi, le titre? L'Obeshlishi et que le Sapouké. Deha Meshi Piresh Lonitma Bemet. Si tu me dis que le 4e jour, c'est peut-être le 3e jour, c'est impossible. Parce que ça fait déjà 3 jours qu'il est séparé des autres. On sait qu'il n'est pas rentré en contact avec un maître. Donc, le 4e jour, ça peut être le 3e jour de sa Touma. Compris? C'est un peu... Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne peut pas être le 7e. On va voir. Rashi continue. Où est-ce qu'on est? Je me suis... L'Obeshvi, voilà. Velobeshvi'i que le Sapouké. On ne peut pas non plus suspecter que le 4e jour, c'est le 7e. She'im haya shvi'i le tumato, reyom echad lifnei prishato, shlishi le tuma. Parce que si le 4e jour, c'était le 7e jour, ça veut dire que le jour avant les 7 jours, c'était le 3e jour. Et le jour avant les 7 jours, on ne lui a pas aspergé. Mais Rashi dit, Nimsa shelo hiza b'shlishi. Alors si c'est comme ça, on ne lui a pas aspergé le 3e jour. V'haza'at shvi'i belo shlishi eno klum. Asperger le 7e jour quand il n'a pas auparavant été aspergé le 3e jour, ça vaut rien. Compris? Donc la Gemara demande, en fin de compte, on ne comprend pas pourquoi on l'asperge, ce Kohen, le Kohen Gadol, le Kohen avant la vache rousse qui brûle la vache. Pourquoi on l'asperge le 4e jour? Ça ne peut pas être le 3e jour de sa Touma, et ça ne peut pas être le 7e jour de sa Touma. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, très bien. Je crois. On dit que la raison pour laquelle on l'asperge chacun des 7 jours, parce qu'on a peur que ce jour, en fin de compte, il représente le 3e jour de sa Touma, ou peut-être le 7e jour, parce que la Torah dit que quelqu'un qui est entré en contact avec un maître, pour le purifier, il faut l'asperger avec Meichatat, 3e, 7e jour, et après le 7e jour, il va au mikveh. Alors, c'est possible qu'avant que les 7 jours ont commencé, il est entré en contact avec un maître. Donc, c'est possible que le premier jour, il savait que c'est le 3e jour, après qu'il a touché un maître. La même chose pour le 2e jour, peut-être c'est le 3e jour, mais aussi le 3e jour, peut-être c'est le 3e jour, parce que c'est peut-être la veille, avant les 7 jours, il touche un maître. Donc, le 3e jour, c'est le 3e jour. La même chose pour 5, 6, 7. 5, 6, 7, c'est possible que c'est le 7e jour. Mais le 4e jour, disons, ça ne peut pas être le 3e jour.
Parce que si c'était le troisième jour, ça veut dire que depuis qu'il s'est isolé, depuis qu'il s'est séparé, il a touché un mètre. On sait que non. Et ce peut être le 7e jour. Pourquoi ça ne peut pas être le 7e jour? Pour que l'aspergement du 7e jour soit efficace, il doit avoir éprouvé aussi, subi aussi un haza'a le 3e jour. Mais si le 4e jour, c'est le 7e jour, ça veut dire que la veille des 7 jours, c'était le 3e jour. Et la veille des 7 jours, on n'y a pas aspergé. On a commencé à l'asperger à partir du premier des 7 jours. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas eu Meichatat le 3e jour. Alors, si c'est le 7e jour, ça ne vaut rien. Parce qu'on ne peut pas. 7e jour sans 3e jour, ça ne vaut rien. Donc, ça, c'est un peu mieux. Alors, la Gemara demande pourquoi, en fin de compte, on l'asperge le 4e jour. Il me dit 7 jours d'affilée, selon Rabbi Meir, je pense. Alors on dit, ok, mais selon ton objection, ton raisonnement, Haza'a kol shiva mika, de toute façon, on ne retrouve pas, il n'y a pas un scénario dans lequel on l'asperge 7 jours d'affilée. Veha kaimelan de Haza'a shvut, parce que nous on sait que Haza'a, faire Haza'a pendant le Shabbat, c'est un interdit de Rabbanan. Ve'eina docha et Shabbat. Et on ne peut pas faire Haza'a pendant le Shabbat. On ne peut pas. C'est un interdit de Rabbanan et dont le Shabbat repousse. Donc forcément, si tu me dis que le type, le Kohen, on va l'asperger 7 jours d'affilée, mais ça exclut le Shabbat. Le Shabbat, on ne peut pas. Et la maï itlach le meima. Qu'est-ce que tu dois dire? Shiva, le bar mi Shabbat. Quand on parle de 7 jours d'affilée, ça exclut le Shabbat. Parce que c'est impossible, on ne peut pas l'asperger le jour du Shabbat. Et qu'est-ce qui se passe si le 3e ou le 7e jour, c'est un Shabbat? On va repousser. On va faire le 3e jour. Disons le 3e jour, c'est le Shabbat. On va faire le Yom Rishon. On avait dit qu'on a besoin qu'il y ait un écart de 4 jours entre 3 et 7. Au moins, minimum. Mais c'est tout. Le maximum, on repousse. Et alors, on repousse aussi le 7e jour? Ça veut dire quoi le 7e? Oui, on va repousser le 7e jour aussi. Mais il dit, en fin de compte, si tu me dis 7 jours d'affilée, tu veux l'asperger, ça exclut le Shabbat. Alors il dit, la Gemara dit, Hachanami, ici aussi, quand on parle du 4e jour, Shiva, le Baal, Merevi'i. Ça exclut le 4e jour. Parce que l'objection de la Gemara dit, comment c'est concevable qu'on va l'asperger le 4e jour? Le 4e jour, ça ne peut pas être ni le 3e jour, ni le 7e jour. Et la Gemara dit, c'est vrai, on ne va pas l'asperger. De la même façon qu'on ne l'asperge pas le Shabbat, on ne l'asperge pas non plus le 4e jour. Et là, on parle du 3e et 4e jour. Oui. Et là, tu viens de dire maintenant, on l'asperge Kolium. On l'asperge Kolium. Où ça? On l'asperge, on avait dit qu'on asperge le Kohen chacune des 7 jours, de peur que ce jour, il est ou le 3e ou le 7e. Du 3e et du 7e. Pardon? Si on l'asperge Kolium, pourquoi on parle du 3e et du 7e? Je répète, Eli. Si le Kohen, par exemple, je donne un exemple, s'il avait touché un mètre 2 jours avant qu'il a été séparé, 2 jours avant, il est à mètre. Il s'avère que le premier des 7 jours, c'est son 3e jour. Tu es d'accord? Je suis entièrement d'accord, mais pourquoi Kolium? Oh, attends une seconde, alors on continue. S'il avait touché un mètre 2 jours avant, ou un jour avant, pardon, 2 jours avant, alors le 2e jour des 7 jours, c'est son 3e jour. Donc en fin de compte, les 3 premiers jours des 7 jours, ils ont un potentiel d'être le 3e jour. On ne sait pas. Alors peut-être il a touché un mètre auparavant. S'il a touché un mètre auparavant, c'est possible et concevable que les 3 premiers jours, chacune des 3 jours, il pourrait être le 3e jour. La même chose avec les derniers 3 jours. Les derniers 3 jours des 7 jours, il pourrait être le 7e jour, après qu'il a touché un mètre auparavant. Mais le 4e jour, on avait dit, c'est impossible que ça soit le 7e jour. Parce que si le 4e jour, c'était le 7e jour,
ça laisse entendre qu'il a touché un mètre la veille des 7 jours. Et non, attends, ça laisse entendre qu'il a touché un mètre, je ne me rappelle pas exactement, mais tu dois arriver à une situation, le 4e jour, c'est le 7e jour de sa Touma. Donc disons, 3 jours auparavant, il a touché un mètre. Mais si 3 jours auparavant, il a touché un mètre, la veille des 7 jours, c'est le 3e jour, et on n'a pas aspergé. Donc il y a un problème le 4e jour, la Gemara dit c'est pas un problème. De la même façon que le Shabbat, tu vois bien qu'on ne l'asperge pas littéralement 7 jours d'affilée, parce que quand c'est le Shabbat, on ne veut pas. La même chose aussi pour le 4e jour. Le 4e jour, on ne l'asperge pas. Ça, c'est ce que la Gemara est en train de dire. Amar Rabba, vous y êtes, au milieu de la page. Amar Rabba, Hilkar, ça veut dire donc. Hilkar Kohen Gadol Beyom Kippourim de l'Obedidan Talia Milta. Le Kohen Gadol qu'on sépare avant 7 jours avant Yom Kippour. De l'Obedidan Talia Milta. C'est pas basé sur nous, ça dépend pas de nous. Et là, Bekfia de Yacha Talia Milta. Ça dépend entièrement du calendrier. Kfia de Yacha, la lune, de l'emplacement de la lune, le Rosh Chodesh. Bitlata betishrei, bail afrouché. Donc le 3 de Tishrei, forcément, on doit le séparer. C'est pas important quand ça sort, quel jour de la semaine sort Gimel Tishrei. Mais à partir de Gimel Tishrei, c'est 7 jours avant Yom Kippour. Ok? Donc ça ne dépend pas de nous, et c'est comme ça. Le moment qu'il y a Gimel Tishrei, on le sépare. Bail afrouché, on a besoin de le séparer. Vekolei mat de mitramei tlata betishrei. Et n'importe quel jour dans lequel va être le 3 Tishrei, mafreshinele, on ne le sait pas. Même le Shabbat. Oui, oui. Aval, Kohen a soref et apara. Mais quand on parle du Kohen qui va brûler la vache rousse, la paradouma, de bididan talia milta. Alors là, ça dépend de nous. Il n'y a pas une date fixe dans laquelle on est obligé de séparer le Kohen qui va s'occuper de brûler la vache rousse. C'est nous qui décidons. Bon, maintenant, on veut que tu vas faire, on décide. Les 7 jours commencent tel et tel jour. Alors là, quand ça dépend de nous, on va le séparer, on va faire en sorte que le début des 7 jours va être le mercredi. Revi b'Shabbat. Pourquoi faire? Qui est heichi de nitramei revi'i shelo b'Shabbat. De sorte que le 4e jour, son 4e jour va tomber le Shabbat. Et pourquoi on a intérêt à faire que le 4e jour va être le Shabbat? Comme ça, on économise. Au lieu d'avoir 2 jours parmi les 7 dans lesquels on ne va pas pouvoir l'asperger, le Shabbat et le 4e jour, ici le 4e jour, ça tombe le Shabbat. Donc on a un jour de plus dans lequel on peut l'asperger. Donc encore une fois, quand on parle de séparer un Kohen, le Kohen Gadol avant Yom Kippour, ça ne dépend pas de nous, c'est simplement une question quand c'est Rosh Chodesh Tishrei. Le 3e Tishrei, c'est 7 jours avant, on ne le sait pas, c'est pas important quel jour de la semaine. Mais le Kohen qui brûle la vache rousse, là ça dépend de nous quand les 7 jours vont commencer. On fait en sorte que les 7 jours vont commencer un mercredi, de sorte que le Shabbat va être, pas seulement le Shabbat, mais aussi le 4e jour. Et comme ça, il y a seulement un des 7 jours, au lieu de 2, dans lesquels on ne va pas l'asperger. Maintenant, on dit que le Kohen Gadol, il est séparé, il est mis dans une pièce qui s'appelle Parhedrin. Le Lishkat Parhedrin, Tanya Rabbi Yehuda, Vechi Lishkat Parhedrin Haïta. Est-ce que le nom de cette salle ou cette chambre s'appelait Parhedrin? Valo Lishkat Balveti Haïta. On l'appelait en fin de compte la chambre de Balveti. Maintenant, regardez le Rashi. Rashi qui dit Parhedrin. Pekidei Hamelech. Parhedrin, c'est Pekidim. C'est comment on dit Pekidim en français? Les employés, les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Parhedrin, c'est les fonctionnaires du roi. Tandis que Balveti, Rashi dit, Lishkat Balveti, la Shona Sarim. Kach
Haïtan Yikret Ishkat Sarim. Balveti, c'est les princes, les nobles. C'est en quelle langue, en grec ou en quoi? En anglais, je pense En pas. grec? En grec, peut-être. Balveti, peut-être. Non, mais je veux dire, même ça paraît de... Sanhedrin aussi, il me semble que c'est un nom peut-être grec. Mais quoi que ce soit, la Gemara s'interroge sur le nom. Pourquoi on l'appelle Parhédrin? Ça veut dire que la chambre des fonctionnaires. En fin de compte, on sait que cette chambre s'appelle Balveti, la chambre des nobles ou des princes. L'Ishkat Balveti Aïta. Elle a battu là. L'Ishkat Balveti. C'est vrai qu'en fin de compte, au commencement, on l'appelait la chambre des princes. ומתוך שנותנים עליו ממון לכהונה ומחליפים אותה כל 12 חודש. Mais comme il y avait dans le temps du deuxième temple, il y avait une période assez longue dans laquelle les Kohanim étaient corrompus, Kohanim Gdolim, ils s'achetaient le poste. Et pas seulement ils s'achetaient le poste, mais normalement, systématiquement, ils mouraient en Kippour parce qu'ils rentraient dans le Kodesh HaKodashim s'ils n'avaient pas la sainteté qui était nécessaire et les pensées, ils mouraient sur le coup, mais ça les arrêtait pas d'acheter le poste chaque année. Alors, ils étaient remplacés chaque année comme des fonctionnaires. De la même façon que les fonctionnaires, ça se change chaque année. Alors, c'est devenu comme ça. Avant... Il y a beaucoup de cas de Kohanim qui sont morts. Hein. Oui, on va en parler. Sauf que ça leur coûtait des sous. Deuxième temps. Ça va coûter des sous. Alors, justement, la Gemara dit, oui, ça va coûter des sous. Il s'achetait. Alors, ça, c'est l'explication qu'au début, oui, le nom était Balveti, la chambre des princes. Mais à fur et à mesure qu'ils ont été corrompus, les Kohanim, ils se sont achetés le poste, ils sont morts après 12 mois et remplacés. C'est devenu comme un changement de fonctionnaire. On l'appelait Parhédrin. ומתוך שנותנים עליו ממון לכהונה ומחליפים אותה כל 12 חודש כפרהדרין הללו שמחליפים אותם כל 12 חודש comme ces fonctionnaires qu'on a avant la coutume de changer chaque 12 mois l'effikach donc היו קוראים אותה לשכת פרהדרין. Tnan Hatam, c'est enseigné là-bas dans une Mishnah. Hanachtomim lo chivu otan chachamim להפריש אלא תרומת מעשר וחלה. Nachtomim, c'est les pâtissiers, les boulangers. Et donc les gens qui vendaient de la pâte ou qui vendaient du pain, on ne les obligeait pas. On parle de gens qui achetaient du blé de Amei Haaretz. Et encore une fois, Amei Haaretz, c'est des gens qui sont suspects vis-à-vis de Trumot ou Masrot. Pas Trouma Gdola. Un Am Haaretz, on est sûr et certain qu'il a prélevé Trouma Gdola. Pourquoi? Parce qu'un zar, un non-Kohen qui mange Trouma Gdola, c'est Mita. Mita bidei Shemaim. Donc, ils vont avoir peur donc ils prélèvent, c'est Kadosh en plus. Mais il y en avait beaucoup, il y avait une minorité substantielle qui ne séparait pas les Maasrot. Donc en ce qui concerne les boulangers, on ne les obligeait pas. L'ochivu otam chachamim la friche et la troumat maaser vechala. Seulement la trouma du maaser et la chala. Mais pas les Maasrot. Pas les Maasrot, ça veut dire, c'est intéressant. Et aussi la chala. Un type qui n'est pas un boulanger, qui achète du demaï, lui, il doit prélever le maaser, de peur que le vendeur qui est amarès n'a pas fait. Un boulanger, non. Regardons le Rashi. Rashi qui dit... Hanachtomim. Vous voyez les Rashi qui commencent, la première ligne du Rashi qui commence à s'élargir. Hanachtomim, les boulangers, halokrim tvoa me'am haaretz, limkor pat la chouk. Donc ils achètent de la récolte d'Amaretz pour vendre du pain. Lochivu alehen la haalot maaser sheni shel demai liushan. Ils n'ont pas été obligés de prendre le maaser sheni et de le manger à Yerushalayim. Et là, Trumat Maaser,
C'est les Haklaïm ou le Blanche? Alors normalement, c'est le Chaklai, le fermier qui est censé prendre Maaser Sheni. Mais si quelqu'un a vendu une récolte et le Chaklai, il n'a pas prélevé Trumot ou Maaser, donc c'est l'acheteur qui a reçu ce qu'il a acheté en fin de compte. Il savait qu'il a acheté une Tevel, il a acheté la récolte qu'on ne peut pas manger, il est toujours sous l'obligation d'affraîchir Trumot ou Maaser. Donc normalement, c'est lui qui devrait faire ça. On ne les a pas obligés de prendre le Maaser Sheni Yerushalayim. Et la Troumat Maaser, seulement la Trouma du Maaser. C'est quoi la Trouma du Maaser? Quelqu'un sait? C'est ce qui est réservé au Kohanim. Ce qu'on donne au Kohen, ça s'appelle Trouma. Oui, Trouma Gdola. Maaser, c'est pour les Lévi. Oui. Et un Trouma, alors c'est Trouma Maaser, c'est on parle de Maaser Sheni, peut-être. Non. Non, comment c'est? C'est triste Venise. Prends. Triste Venise. Troumat Maaser, c'est le Lévi. Ben oui. Quoi, ben oui. Mais non, mais on a Monsieur dit- Lévi. On a Qu'on dit- donne aux Lévis, quoi. On a dit Non. Trouma, c'est pour le Non, Le ce Lévi. qu'on donne au Lévi, c'est le Maaser. Oui, mais Maaser. Oh, maintenant tu entends, toi tu reçois ton Maaser. Donne un dixième au... Oh, là, Ouais. là tu te réveilles. Ben non, Alors quand ben tu non. reçois ton Maaser, tu ne veux pas le manger. Parce que ce Maaser que tu as reçu, il est considéré comme Tevel tant que tu n'as pas prélevé 10% du Maaser. Et les 10% que le Lévi est censé de séparer de son Maaser, ça s'appelle Troumat Maaser. La Troumat du Maaser qui est donnée par le Lévi. Après, il peut le manger. Combien de Trouma est-ce qu'un non-Lévi, un fermier normal, lui, il doit donner au Kohen? 2%. 2%. Non, il a fait. Alors, Minatora, C'est ce qu'il veut. il n'y a pas de Il n'y a mesure. pas de mesure, ouais. Ça veut dire que Minatora, pour être quitte de Trouma, c'est suffisant qu'il enlève un grain. Il dit ça c'est Trouma, il est quitte. Midoraita. Mais des Rabbanan, les sages ont donné 3 mesures. Et il y a Ein Ra'a qui est 1/40e, un Ein Tova qui est 1/60, pardon, j'ai un four. Ein Ra'a qui est 1/60e, Ein Tova qui est 1/40e, Ein Benunit 1/50e. Non, disons, la moyenne, La moyenne. c'est Midé Rabbanan, c'est comme Yoel a dit, c'est 2%. De toute façon, hein? On parle du radin, c'est lui qui Le radin, donc lui, il donne, si le radin, il doit donner au moins, il doit donner 1/60e. Pourquoi on appelle ça Troumat? C'est marrant que ce soit un centième. Trouma Maaser, parce que c'est la trouma qu'on donne du Maaser. Parce que Chichi. La trouma que le Lévi donne de Ça son. concerne Dafka le Lévi. Ouais. Parce C'est la mesure qui annule. que, encore une fois, la trouma qu'un fermier il donne, ça s'appelle Maaser Rishon, Maaser, et c'est 2% qui donne de Ouais, de ok, toute la 2%, récolte. la trouma. Tandis que le Lévi qui reçoit son Maaser, il doit donner 10% de son Maaser. Ouais, c'est l'appellation qui Et comme c'est une trouma qu'on fait sortir de l'âme du Maaser, ça s'appelle Troumat Maaser. Alors Rashi dit, encore je continue dans le Rashi, Yitan la Kohen, Aval Shar Kol Adam, les autres gens, les gens qui ne sont pas des boulangers, Eitil le Alav Lahalot Maaser Sheni, Shel Dmai, Liyerushalayim, Ve Maaser Rishon, Ve Maaser Ani, Mafrishin Otan, Ve Ein Notnim, un type normal qui n'est pas un boulanger, il achète du Dmai, de la récolte d'un amaretz, lui, il est obligé de prélever le Maaser Rishon, Maaser Sheni, qui doit manger Yerushalayim, et voilà. Au Benachtom Chaver Askinra, on parle d'un Nachtom, un boulanger qui est Chaver. Un Chaver, c'est quelqu'un qu'on peut compter sur lui, qu'il est conscient de la côte, il prélève ce qu'on doit prélever. Ou Mitor Shehu Regil Limkor Kol Sha'a, comme en fin de compte, sa profession, son travail, il est constamment en train de vendre, d'acheter, de vendre. Et quel ou alav. Les sages sont venus, Hekel ou alav, comment on dit Hekel ou alav? Ils ont facilité le choix. Ils ont facilité, très bien, ils lui ont facilité la vie. Sheinot sarich la afrish alav ma'aser sheni shel dmai,
la lot Yerushalayim ou l'iftor. On ne l'a pas obligé parce que pour lui c'est casse-tête. Il achète énormément de quantité. Chaque fois il va devoir monter à Yerushalayim, le maaser sheni du demain, alors on ne lui a pas. Mais quelqu'un qui n'est pas boulanger, oui. Alors la trouma continue. Bishlama. Ça les empêchait pas quand même de donner ce maaser. Ils devaient donner à Yerushalayim, je ne sais pas, de l'eau à quelqu'un d'autre. Pourquoi les exempter de ça? On va parler du maaser maintenant. Parce que la Mishnah dit, encore une fois, on ne les obligeait pas à donner, prendre le maaser sheni. Apparemment non plus le maaser rishon, de donner le maaser rishon au Lévi. Alors on va voir. Alors la Gemara dit, Bishlam trouma gdola lo. Je comprends qu'on n'obligeait pas au boulanger de prélever trouma gdola. Détail, c'est enseigné dans une braïta en haut de la page suivante. Le fiche shalach bechol gvulei Israël. Il y a Yochanan Kohen Gadol, à l'époque, il a inspecté qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble du peuple juif en Israël. Il a vu, il a constaté, Vera, Shein mafrishin et la trouma gdola bilvad. Que les fermiers, la seule chose qu'ils enlevaient, c'est trouma gdola. Et qui donnait au Kohen. Mais ils n'enlevaient pas le maaser. Alors, à cause de ça, bilvad. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on voit? Que les fermiers, oui, ils prélevaient trouma gdola, comme j'ai expliqué, parce que c'est sévère, parce qu'ils étaient conscients du fait qu'un non-Kohen qui mange la trouma, c'est mitab yidei shamayim. En plus, c'est une kedusha. Alors, on comprend pourquoi ils n'ont pas obligé au boulanger de prélever trouma gdola, parce que c'est évident que même les amé haaretz, ils ont prélevé. Maaser rishon, le maaser ani, nami lo. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas été obligés de donner le maaser au Lévi, le maaser ani aux pauvres. De donner, je parle bien de donner. Pourquoi? Hamotzi mechavero alavaraya. Parce qu'il y a un principe qui dit que si quelqu'un veut extraire, veut faire sortir de l'argent de la poche de quelqu'un, il prétend que c'est lui, il doit apporter une preuve. Quelqu'un il a de l'argent, et quelqu'un qui conteste, il dit bon tu me dois de l'argent. C'est la personne qui essaie de lui extraire l'argent qui est obligée d'apporter une preuve. C'est pas à celui qui a l'argent en poche qui doit apporter une preuve que c'est lui, c'est à l'autre qui doit apporter une preuve. Maintenant, vous entendez, le boulanger dont on parle, c'est sûr que quand il achète la récolte d'un Amaharetz, il va prélever le maaser. Mais il n'est pas obligé de le donner au Lévi. Pourquoi? Il a une récolte qu'il achète d'un Amaharetz. Il va dire, bon, ça c'est maaser. Il va enlever, dire, ça c'est maaser. Mais après qu'il a prélevé, il dit, ça c'est maaser. C'est possible qu'il va l'utiliser. Lui. Pourquoi? Le Lévi vient et dit, écoute, donne-moi les 10%. Alors il dit, tu sais quoi? Apporte-moi une preuve que le Amaharetz qui m'a vendu, il n'a pas prélevé. C'est possible qu'il a prélevé, c'est un doute. Donc, tant que tu ne peux pas m'apporter une preuve, je ne suis pas obligé de le donner. Je suis, oui, obligé de... Il y a deux éléments ici. Il y a deux étapes, il y a deux aspects. Si on veut manger tevel, une récolte, il faut prélever les trumot u'masrot. Mais il y a un autre dossier, c'est le donner, l'obligation de le donner, le maaser au Lévi, le donner au Kohen. Alors si on voit que les boulangers, oui, quand ils achetaient une récolte d'un Amaharetz, ils étaient obligés de prélever le maaser parce qu'on suspectait le Amaharetz de ne pas l'avoir fait lui-même. Mais ils n'étaient pas obligés de donner le maaser au Lévi. Parce qu'à Motsi Mechavero à la Varaya. Parce qu'encore une fois, peut-être, en fin de compte, la majorité des Amaharetz, oui, prélever le maaser. Compris? Mais il ne questionnait pas le racaille pour savoir si le maaser ou pas. On ne lui fait pas confiance. Ils achetaient comme ça ou Non, on ne lui fait pas confiance. On a déjà vu ça. Alors la Gemara dit elle a maaser sheni, mais on ne comprend pas. Le maaser sheni, nifresho, venisku, venichlehu biushlam. Pourquoi en fin de compte, on ne demande pas, on n'attend pas que les boulangers, ils vont prélever le maaser sheni. Ils vont manger Yerushalayim.
Ils ne vont pas perdre dans l'affaire. Parce que le Maaser Sheni, ils vont manger eux-mêmes à Yerushalayim. Pourquoi on ne les demande pas de faire ça? Si on les imposait de donner le Maaser aux Lévi'im, ils vont perdre. Il y a 10% de la récolte qu'ils vont devoir donner à quelqu'un d'autre. On ne les impose pas ça parce que Amotzi Mechavero ala Beraya. Mais, et comme encore une fois, c'est des gens qui s'occupent tout le temps de grandes quantités, mais pourquoi pas Maaser Sheni qui vont manger Yerushalayim? Amar ou le répond, Mitorche Parhedrin halalu, comme les fonctionnaires du roi, Chovtim otan, Kol Shneim Asar Chodesh, Veomrim lahen Michu bezol, il les impose tout le temps des taxes et il leur exige, il leur dit de tout le temps vendre au prix le plus bas possible. Donc ils sont sous le stress, ces boulangers. Azlo atrachun ou Rabbanan. C'est pour ça que les Rabbanan ont essayé de leur faciliter la vie. Ils n'ont pas voulu leur créer des problèmes en plus. Et la Gemara finit en disant Maï Parhedrin, pour c'est le nom. Mais regardez un Rashi, Amotzi Mechavero ala Beraya. Vous voyez, c'est la deuxième ligne en haut. Mais qui a froché, une fois qu'ils ont prélevé le Maaser, une fois qu'ils ont prélevé le Maaser, ils ont enlevé le statut de Tevel. C'est plus Tevel parce qu'ils ont prélevé Trouma au Maaser. La seule chose qui reste, c'est un safek, c'est un doute que peut-être le Maaser, s'il le prend lui-même, c'est un doute que peut-être il est en train de voler du Maaser de la part des Lévi'im, et aussi Maaser Ani, de la part des pauvres, Ani'im. Chutz mitrumat Maaser shebetoch Maaser Rishon. Le Trumat Maaser, qu'on prélève du Maaser Rishon, autant yiten la Kohen. Ça, il est obligé de donner au Kohen. Shesh Isur ve'avon mita ve'achilata. Pourquoi, encore une fois, pourquoi on l'oblige, le boulanger, d'enlever la trouma du Maaser? Le Maaser, on ne l'oblige pas à donner au Lévi. Parce que, Amotzi Mechavero ala Beraya, le Lévi dit, donne-moi le. Ah non, on dit, apporte une preuve que le vendeur qui a Maritz n'a pas prélevé le Maaser. Oui, mais on dit, il doit donner au Lévi. Non, encore une fois, je répète, il y a deux étapes, il y a deux dossiers. Il y a l'Etaken Tevel. L'Etaken Tevel, ça veut dire faire en sorte que la récolte n'est plus considérée comme Tevel pour qu'il puisse le manger. Or, pour faire ça, il faut prélever les prélèvements, la Trouma, les Maaser et tout. Ça, il doit faire. Or, il prélève le Maaser. Il y a un autre dossier. Donner au Kohen sa Trouma, donner au Lévi son Maaser. Là, il n'est pas obligé de donner au Lévi son Maaser, parce qu'Amotzi Mechavero ala Beraya. Mais Rachid dit, mais il enlève quand même le Maaser. Il doit enlever le Maaser pour régler le problème de Tevel. Ça veut dire qu'il le détruit alors. Pardon? Il le détruit. Pourquoi faire? Il peut le manger. Qu'est-ce qu'il fait de son Maaser? Il le mange. Mais est-ce qu'il va faire du pain pour le vendre? Oui, il va l'utiliser, il va l'empocher. Alors je comprends pas, il le prélève et il le remet. Oui, parce qu'encore une fois, il a besoin de prélever et dire Zé Maaser, Zé Trouma. Une fois qu'il a fait ça, il a réglé l'affaire, il a réglé le problème de Tevel. Il n'y a plus de Tevel Non, en mais dessous. s'il disait Trouma, personne ne peut le manger. Oh, ça c'est la différence. Maaser n'a pas de Kedusha. Maaser, n'importe qui pourrait le manger. Le seul problème avec Maaser, c'est quelque chose que la Torah donne au Lévi. Mais ça, c'est Maaser pour sûr. Ici, ce n'est pas Maaser pour sûr, c'est une Khumra. Donc, il doit séparer, dire ça, c'est Maaser, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de Tevel. Alors, il dit ça, c'est Maaser. Une fois qu'il a déterminé Il le mange. le Maaser, il le remet dans Voilà, le il le remet dans le tas, il le mange. Oui. Mais la Trouma de Maaser, c'est différent. La Trouma du Maaser, tu te sens un peu frustré là, monsieur Lévi. Ah ouais, parce qu'il n'a pas reçu. Mais t'en fais pas, c'est seulement le Maaser d'Admaï, de quelqu'un qu'on suspecte que peut-être il n'est pas. Mais normalement, dans le cas de Maaser, tu es le premier, Ouais, mais le Kohen tu es le aussi, premier il recevoir. est perdant, le Kohen aussi, parce que comment il ne reçoit pas le Maaser? Le Kohen, lui, il reçoit. Mais du Lévi, il ne reçoit rien. Ah non, justement.
Vous entendez, le boulanger, quand il sépare le maaser, alors maintenant, quand il a séparé le maaser, il va séparer du maaser 10% qui va être troumat maaser. Et lui, le boulanger, est obligé de donner la troumat maaser au Kohen. Pourquoi il est obligé? Parce que si c'est vrai que c'est vraiment troumat maaser, ça pose un problème. Qu'un zar, quelqu'un qui n'a pas un Kohen, qui mange ça, il est chayav mita. C'est qu'il est lifnei vel otiten mirshol. Alors là, c'est différent. Là, on l'oblige. Tu prélèves le maaser. Tu n'as pas besoin de donner au Lévi, mais tu prélèves aussi les 10% du maaser qui va être troumat maaser. Et ça, tu es obligé de donner au Kohen. Depuis quand c'est l'Israël qui donne le Troumat Maaser? Pardon? Depuis quand c'est le Israël qui donne Troumat Maaser? Dans le cas de Demaï, dans le cas exceptionnel de Demaï, où on suspecte, on suspecte que peut-être le Hamaretz n'a pas prélevé le maaser. Il est tellement ignorant qu'il ne comprend même pas qu'à part le maaser, il y a aussi la troumat de maaser. Alors pourquoi est-ce que le Lévi donne plus dans sa trouma de maaser que le Israël? c'est possible, je te donne Non, il donne 10%. Oui, c'est possible. Hein? Il donne 10% alors que l'autre il donne 2%. Oui. Alors, je te donne une explication possible. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue. C'est que peut-être c'est lié au fait que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un concept de Trumot ou Masrot avec la récolte à l'étranger? Il n'y a pas la récolte à l'étranger dans la Galoute. Il n'y a pas Trumot ou Masrot, il n'y a pas Chala. C'est pas interdit d'Israël. Ok, c'est spécial par Haaretz. Mais alors, une explication, je te donne une explication. C'est parce que nous, on sait qu'il y a une ashkacha, Kadosh Baruch Hu, il surveille directement la récolte dans la terre d'Israël. C'est le quoi il surveille. C'est comme s'il est dans le coup. Que dans la récolte qu'on reçoit dans la terre d'Israël, Kadosh Baruch Hu, il est dans le coup. C'est lui qui fait tomber la pluie qu'on a besoin, c'est lui qui fait briller le soleil quand on a besoin. Il est dans le coup. Ça veut dire qu'on est censé d'aborder la récolte en sachant que cette récolte, ça m'a été donné entre autres, c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est pas seulement mes efforts, mon travail. C'est un cadeau que j'ai reçu, comme on dit, Mishulchan Gavoa, de la part d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est dans le coup, alors je dois le prendre en compte et je dois donner une partie de ça à ses serviteurs, les Kohanim, les Lévi'im, aussi les pauvres. Parce qu'il est dans le coup. Alors, comme il est dans le coup, en fin de compte, tandis que la récolte à l'étranger, il n'est pas dans le coup. C'est quoi il n'est pas dans le coup? C'est la nature. C'est la nature. C'est un processus naturel. Et c'est le fermier qui est responsable. C'est le fermier qui a travaillé. Kadosh Baruch Hu, encore une fois, on sait très bien que la nature, c'est Kadosh Baruch Hu, mais il n'est pas vraiment dans le coup. Alors, comme il n'est pas dans le coup, il n'y a pas de Trumot ou Masrot. Parce que c'est le fermier lui-même qui est entièrement responsable de la récolte. Alors pourquoi lui, il va donner ça à quelqu'un d'autre? Pourquoi il va donner ça à quelqu'un d'autre? La récolte en terre d'Israël, qu'en fin de compte, il y a les éléments de cette récolte qui va être donné par Kadosh Baruch Hu. Alors là, ok. Alors, comme je ne suis pas entièrement... je dois... Attends une seconde. Alors, c'est pour ça que la réponse, peut-être, que les 2% qu'on donne, c'est seulement 2% qu'on donne au Kohen, parce que le fermier, il est dans le coup. C'est la récolte que lui-même, il s'est investi pour développer, pour faire cette récolte. Le Lévi qui reçoit 10%, c'est beaucoup. Il n'est pas dans le coup, il n'a rien fait. Alors, comme il n'a rien fait, alors ce qu'il reçoit, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Alors tu reçois un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, tu es obligé de donner plus en tant que cadeau pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu t'a donné ça, tu ne t'es pas investi pour les 10%. C'est entièrement un cadeau d'Hachem. Alors si c'est comme ça, tu es plus responsable de donner. Ok? Nous, tout ce qu'on fait, on a Akadosh Baruch Hu devant nous. Tout ce qu'on fait. C'est ce qui n'est pas le cas chez les Goïms. Alors, étant donné qu'on tient compte de ça, on a des obligations. D'accord. Mais ce que j'essaie de dire, qu'il est plus, il se mêle plus, il est plus Il est là. dans le coup en Israël. C'est pour ça qu'on dit qu'un juif qui habite
à l'étranger, c'est comme s'il il est en train de servir de l'idolâtrie. Vous savez quoi? C'est pas un idolâtre. Il habite en France, en Angleterre, c'est pas un idolâtre. Mais comme Akadosh Baruch Hu ne gère pas directement sur la vie à l'étranger, mais plutôt ça passe à travers des intermédiaires, des sarim. Alors c'est comme s'il était sous l'influence de forces extérieures. Mais en Israël, la qualité de la vie est qu'on est directement impacté par Hashgacha Pratit. Alors là, ça impacte surtout. Ok, on va arrêter là à pousser le